Suite à la réélection de Trudeau, il y a eu une grosse réaction dans l'Ouest qui a fait apparaître le séparatisme. En quoi ça peut servir notre cause ici au Québec? Et comment on en est arrivé là? Bon, la situation, en fait, là, le séparatisme albertain, c'était comme l'éléphant dans la pièce durant la campagne électorale. Et puis, là, elle sort. Pourquoi? Parce que les conservateurs, il y avait toujours espoir pour les provinces pétrolières qui ont des intérêts énormes à défendre, de voir apparaître au pouvoir le Parti conservateur du Canada. Et donc, là, d'avoir un allié pour faire avancer leur intérêt. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, en voyant réapparaître Trudeau, là, il y a une réaction très forte. Alors donc, la situation du séparatisme albertain ou de la volonté de l'Alberta de remettre en cause l'unité du pays pour se donner un levier de négociation face à Ottawa, c'est en réalité, c'est une vieille histoire. Personnellement, moi, j'ai découvert cette réalité-là dans un texte de M. René-Marcel Sauvé, milieu des années 2000. Et puis, lui, il disait que c'est clé pour comprendre l'évolution de la situation, c'était que le fédéral est un État arbitraire, les provinces sont des États naturels et que, éventuellement, les provinces montent en puissance. Et puis là, pour défendre leurs intérêts, établissent des rapports de force avec le pouvoir central et que, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y a des provinces qui ne sont pas le Québec qui vont réussir à vraiment remettre en cause, en tout cas, la Constitution de 1982, OK? Sinon l'unité du pays, OK? Alors donc, puis moi, quand j'ai vu ça, lui, l'implosion du Canada, tu sais, l'implosion du Canada, fait que là, c'était intéressant. Je me suis dit, regarde, je vais surveiller, mettre mon écran de radar sur les autres provinces, voir comment ça évolue. La première province, pour juste être très rapide, qui a validé l'hypothèse de M. Sauvé, c'est Terre-Neuve en 2007. C'est Danny Williams qui est au pouvoir, et puis lui, il cherche pour sa province à avoir une part dans le développement d'un projet pétrolier offshore, OK? Et là, la multinationale pétrolière, puis Ottawa, le petit cul, il n'y a pas d'affaire dans le décor, là, tu comprends? Sauf que le petit cul, c'était Danny Williams, puis lui, c'est quand même quelqu'un qui avait un centre de gravité, là. Il avait une fortune personnelle de 200 millions. Il n'attendait pas à personne, tu sais. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il établit un rapport de force avec Ottawa, même si, à ce moment-là, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment donné, il fait descendre tous les drapeaux du Canada dans sa province, à terre, et là, c'est choc à Toronto, il envoie le Globe and Mail là-bas pour s'enquérir qui est-il, qui est ce personnage. Et puis là, lui, il va dire aux journalistes du Globe and Mail, voici, moi je suis un patriote, un nationaliste, mon modèle, c'est le Québec. Il va se faire élire d'ailleurs avec le même slogan que Jean Lesage, maître chez nous, master in our own house. Et il rajoute, il dit, si j'avais été là au référendum de 49, j'aurais voté pour l'indépendance. Fait que là, le journaliste est parti, puis il a titré son article, c'est Danny Chavez Williams, en référence à Hugo Chavez au Venezuela. On comprend? Là, fait que là, j'avais la validation que M. Sauvé, il avait la bonne lecture parce que pour défendre ses intérêts, qui sont quand même importants, lui, le respect du gouvernement central, il n'y en avait rien à foutre. OK? Alors donc, on se déplace à l'ouest parce que là, et là, il arrive l'élection de 2008. Dans l'élection fédérale de 2008, il y a Stéphane Dion est chef du Parti libéral du Canada et la pièce centrale de son programme, c'est
le tournant vert. Le tournant vert, c'est-à-dire que là, le Canada allait devenir un État vert. Et puis, mais là, il a frappé un mur parce que le premier ministre de l'Alberta, le premier ministre de la Saskatchewan sont sortis pour dire... ils ont fait un avertissement. Regarde, je vais lire la phrase en anglais. Warn that national unity could become an issue. OK? Si leur intérêt énergétique était remis en jeu par ce programme-là. OK? Ça apparaît dans le Globe and Mail du 9 septembre 2008. Et donc, il faut comprendre que le tournant vert, ça ressemblait au programme national de l'énergie de Pierre Elliott Trudeau en 1980, au moment où le prix du pétrole avait monté beaucoup, puis que l'Alberta était dans l'allégresse. Ottawa vient, par ce programme-là, ramasser, écrémer les profits pétroliers de l'Alberta, puis immédiatement après, on tombe dans la récession, et là, l'Alberta, c'est le crash économique total, et donc, ils sont marqués par ça, et c'est ce qui explique que tu n'as pas un député libéraux d'élu dans le secteur. C'est une terra ingrata pour eux autres, OK? Alors donc, c'est ça qu'ils voyaient arriver avec le tournant vert. Maintenant, Stéphane Dion, il est devant une menace comme celle-là. Normalement, c'était le grand pourfendeur de séparatistes quand il s'agissait du Québec, puis là, silence. 4 ans plus tard, on apprend que ce qui est arrivé, c'est qu'il explique qu'il y a eu un débat avec ses stratèges à ce sujet, mais qu'il a préféré ne pas répliquer pour ne pas nuire à la cohésion sociale. Nationale, à l'Union. OK? Donc, lui, le Parti libéral, à partir de là, ils ont eu dans le War Room, dire qu'est-ce qu'on fait? Bien, on ne fait rien. OK? Non, c'est ça. En 2009, Stéphane Dion est remplacé à la direction du Parti libéral du Canada et c'est Michael Ignatieff qui arrive. Et lui, la première chose qu'il fait, il s'en va à Vancouver, puis là, il va révéler quelque chose qui est que les intérêts pétroliers sont liés directement à l'unité du pays. OK? Lui, il avait compris le message reçu 5 sur 5. Oui, Il dit exactement « Energy policy in our country is a national unity issue ». C'est ça qu'il dit. Donc, là, on arrive, puis Ignatieff s'en va, arrive Justin Trudeau, « Here come the sun ». Et puis lui, ouais, les voies ensoleillées, OK? Lui, il rentre dans la course à la chefferie. On est en septembre 2012. Et puis là, la première chose qu'il fait, il s'en va à Calgary. Et pour dire quoi? Il dit, au sujet du programme national d'énergie de son père, il va dire, le programme énergétique national était une mauvaise politique pour l'unité nationale, a reconnu Justin Trudeau. C'était la mauvaise manière de gouverner dans le passé, c'est la mauvaise aujourd'hui et ce sera la mauvaise dans l'avenir. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait là? C'est tout simplement qu'il renie l'héritage de son père et il fait un acte de soumission aux intérêts énergétiques des provinces pétrolières. OK? Et donc, cet épisode-là de la réaction du Parti libéral du Canada face à la menace séparatiste albertaine, même si elle est évoquée comme, tu sais, plus ou moins clairement, elle a eu son effet. C'est-à-dire que pour défendre leur intérêt énergétique, les provinces pétrolières, ils ont fait un rapport de force qui leur était favorable et qui fait que le Canada, qui se destinait à être une grande référence d'État vert sur la planète, est tout simplement devenu
concrètement un État pétrolier par juste ce clash-là entre le Parti libéral et les provinces pétrolières. Maintenant, ce que ça veut dire, OK, c'est que quand un État membre d'une fédération, OK, met en cause l'unité de l'ensemble pour faire avancer ses intérêts et que le rapport de force est favorable, on a l'apparition d'un processus de dislocation. Et ça, il y a un professeur spécialiste du fédéralisme, hein, l'équilibre, un concept fort du fédéralisme, c'est le professeur Bruno Terra qui dit « C'est la diversité qui triomphe aux dépens de l'unité, on ne peut plus guère parler de fédéralisme. Cette notion d'équilibre qui constitue le concept fort en contexte fédératif. » C'est ça, c'est que, donc, on est comme dans un processus de dislocation depuis un bon moment déjà, tu sais. Puis il faut rappeler peut-être qu'en 1980, quand est arrivé le Plan national de l'énergie, réagissant à ça, l'Alberta ont élu un député indépendantiste. Tu sais, le monde, ils ne savent pas, mais c'est ça. Donc, c'est une vieille histoire, OK? C'est une vieille histoire qui est dans un processus. Et puis, le deuxième, ça, c'était le premier rapport de force qu'on peut dire que l'Alberta, les provinces pétrolières, avaient utilisé pour faire avancer leur intérêt énergétique. Maintenant, cette tension-là, elle a baissé quand les conservateurs d'Harper ils ont repris le pouvoir à Ottawa, tu sais, mais ils n'ont pas accouché, OK? Et donc, quand les libéraux reprennent le pouvoir en 2015 à 2019, OK, ça correspond pour l'Alberta à une période de misère économique. OK? Les prix du pétrole sont déprimés, puis ils accumulent des déficits très importants, tu sais, qui seraient de l'ordre de comme 20 milliards pour le Québec, là, en proportion de la population. OK? On comprend que ça fait mal. Et donc, là, ils ont Trudeau, là, puis ils forcent. Puis, sur les derniers millages, Trudeau va décider d'acheter un pipeline pour sortir leur pétrole qui est enclavé. Et puis donc, bien ça, c'est passé. Parce que en même temps, Trudeau amène 2 projets de loi, un pour limiter les pétroliers qui viendraient sur la côte ouest, puis l'autre sur des conditions d'environnement pour accepter un projet qui est décrit par les Albertains comme un pipeline killer. OK. Bon, c'est ça. Alors donc, à ce moment-là, Jason Kenney, qui est arrivé à la direction du Parti conservateur uni en Alberta, avec un programme, là, c'est son deuxième levier de rapport de pouvoir, c'est la fameuse référendum sur la péréquation, que pour lui, en réalité, ce qu'il faisait, il faisait une équation entre pipeline passe au Québec ou péréquation, je remets en cause. C'est ça l'équation. Pick your lane. C'est ça. Et ça, comme ça, c'est important de le comprendre, là, ça crée un contexte, OK, pour la cause souverainiste, pour les intérêts de l'État du Québec, même s'il n'est pas souverain, OK, immédiatement. Et puis ça posait un défi de compréhension pour ceux qui sont au Bloc québécois, au Parti québécois, à la CAQ, savoir en quoi ça sert la cause, puis comment le jouer. Oui. Ce qui nous amène à la position du Bloc québécois, à qui a été remis un document par Vigile, et entre autres à M. Yves-François Blanchet, le chef du Bloc. Alors, quelle est cette position? Bien, c'était que on est dans une situation où, en mettant en cause la péréquation, OK, ça met en cause naturellement les intérêts du Québec et il y a là un piège, OK, et aussi c'est une occasion pratiquement historique de voir qu'il y a un autre État au Canada qui veut s'attaquer finalement à la Constitution, ouvrir une ronde constitutionnelle. C'est ça la perspective. Donc,
là-dedans, la position des souverainistes, elle doit être réfléchie en profondeur, parce que là, il y a une occasion historique quand même, OK? Et donc, on avait produit sur Vigile, publié finalement le texte, c'est une occasion d'en finir avec la péréquation. Alors, pour résumer simplement, c'était que il y a une perspective d'ouvrir une ronde constitutionnelle. On s'attaque à nos intérêts, la péréquation, et puis le piège là-dedans, c'était de défendre la péréquation. Pourquoi? Parce que si tu défends la péréquation, c'est l'article 36 de la Constitution, tu défends la Constitution de 82, ça a été constitutionnalisé là, OK? Et donc, tu te places dans le camp de Trudeau plutôt que dans le camp de la province qui veut ouvrir la cage à castor de 82. Grosso modo, c'est ça. Et là-dedans, on arrivait avec l'historique parce que il faut savoir qu'on explique que la péréquation a été mise en place pour remplacer le manque à gagner pour le Québec du fait que son pouvoir de taxation directe avait été cédé à Ottawa pour l'effort de guerre, entre autres, et puis que ça n'était pas revenu, et puis que Louis Saint-Laurent, qui était le premier ministre du Canada, lui, il se battait pour garder l'argent, le nerf de la guerre, et Duplessis, lui, il a mené une lutte, puis qu'en réalité, il a réussi à en arracher un morceau, 10 et on documente là-dedans que ce 10 %-là que Duplessis a arraché a été la clé pour financer, défendre l'autonomie du Québec et financer la Révolution tranquille. OK? Il y a 3 auteurs différents qui documente ça. Alors, c'est dans le texte une occasion d'en finir avec la péréquation sur Vigile. Maintenant, s'ajoute à ça, OK? Parce que en fouillant, je trouve 2 choses. Premièrement, Louis Saint-Laurent, au moment où il se bat pour nous arracher nos impôts et les garder, OK? Et c'est rapporté par Radio-Canada qui revient sur l'historique de ça. Ce qu'il rapporte, c'est je le cite au texte, OK? Une victoire pour Duplessis, mais une défaite pour le premier ministre canadien qui craignait que l'impôt provincial n'ébranle l'unité nationale. Fait que ça vient de loin, là, l'unité nationale, par rapport aux capacités fiscales. Donc, eux autres, ils avaient fait la centralisation fiscale et ça a été le prélude à la centralisation politique, la Constitution de 1982 et il y a un personnage qui est dans les 2 cas, qui est présent, tu sais qui? Pierre Elliott Trudeau, qui était dans l'équipe de Louis Saint-Laurent. Donc, et là, en 2018, il y a un texte qui est publié, c'est 4 universitaires, des sommités, là, spécialistes de la Constitution. Le titre, c'est « La péréquation n'est pas prête de disparaître », et il conclut là-dedans. D'où l'intérêt du programme fédéral de péréquation qui constitue un puissant mécanisme de renforcement de l'unité nationale. OK? Donc, ce que je ne comprenais pas, c'est que dans le camp souverainiste, à l'heure actuelle, au lieu de voir l'occasion là de s'inscrire dans une lutte historique pour récupérer notre pouvoir de taxation directe, une lutte qui a été menée par Duplessis, Jean Lesage, Daniel Johnson, OK? Eux, ils étaient comme unanimes à défendre la péréquation, dire « Oui, mais on se fait avoir, puis ça, on va le garder, puis le lendemain du grand soir, on n'aurait plus besoin. » OK? Mais ça, il est loin, là. Alors qu'il y a un match qui peut se jouer là. Alors donc, c'est la proposition du Bloc qu'on proposait, c'était très simple, c'est de dire à Jason Kenney, garde, on veut récupérer notre pouvoir de taxation directe, on cède la péréquation et on vous suggère, vous autres, de faire la même chose, récupérer votre pouvoir de taxation directe parce que, selon vos propres dires, vous faites avoir de 20 milliards par année que vous envoyez à Ottawa par rapport à ce que vous recevez. OK? C'est aussi simple que ça. Maintenant, Kenney,
va, suite à l'élection de Trudeau, et là, Trudeau s'ajuste rapidement, et là, il va déclarer que le pipeline de Trans Mountain, peu importe qu'est-ce que l'opposition en pense, il va passer sur le corps de tout le monde pour le pipeline qu'il avait acheté. Alors donc, il y a une garantie là, et puis il y a sûrement une rencontre des esprits entre Trudeau et Kenney, qui a eu soit par une conversation directe, soit par des stratèges qui étaient en charge de communiquer les positions. Mais la position, c'est que là, Kenney demande un ajustement de la péréquation, soit pour l'Alberta de recevoir 1,4 milliard parce que là, il y aurait un recalcul qui serait fait. Et la ministre libérale a dit que dans les négociations, la péréquation est sur la table. Fait qu'on peut prévoir que le fédéral va revoir les paramètres de la péréquation et que le Québec va perdre. OK? Donc, il y a un intérêt économique là important, ça va porter sur des milliards. OK? Un autre qui avait de quoi dire dans l'offre possible de récupérer nos pouvoirs de taxation directe, c'est François Legault, quand il était avec Jason Kenney. Jason Kenney rapporte qu'il a abordé la question, hey, la péréquation, etc. Puis Legault, il a dit oui, on veut la faire disparaître, mais ça va prendre du temps. Alors là, Legault aurait eu l'occasion de dire à Jason Kenney, regarde, entre nous deux, là, je te ferai une proposition, là, à savoir, on récupère nos pouvoirs de taxation directe, nous, on abandonne la péréquation et on te suggère de faire la même chose. Est-ce que tu serais d'accord? Là, tu sais, c'est une conversation privée. L'autre, il aurait dit, il y a un intérêt ou il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, arrête de m'achaler avec ta péréquation. S'il y en a, allons-y. OK? C'est gagnant, c'est ça. Maintenant, l'Alberta, OK, dans le contexte, on comprend que Trudeau s'ajuste à la pression de Kenney, OK, et il va se soumettre à beaucoup de choses, OK? Ça, c'est sûr. Et puis, l'Alberta, l'opinion publique, les têtes pensantes de l'Alberta, tout ça, avec le retour de Trudeau au pouvoir, réélection, là, ils sortent les batteries puis ils se disent, OK, à une autre époque, on avait un agenda de l'Alberta. Et cet agenda de l'Alberta-là, c'est important de le comprendre, c'est édifier l'État de l'Alberta, finalement. Okay? Donc, l'Alberta revient avec sa fameuse agenda de 2001, un texte publié par Preston Manning, qui était à ce moment-là chef du parti réformiste. On voit qu'il y avait comme un bloc réformiste, mais qui a disparu parce que les conservateurs la droite s'est réunie, puis bon, ils ont réussi à prendre le pouvoir. OK? Mais là, comme la situation se présente, que c'est Trudeau qui est encore là, et qu'eux autres désespèrent de sortir de leur misère économique, là, ils sortent les grands moyens. Là. Et là, ils reviennent avec l'agenda de l'Alberta, c'est une lettre qui s'appelle Firewall, c'est-à-dire, gars, faire de l'Alberta, finalement, un État plutôt qu'une province. Alors, parmi ces... puis là... pour donner corps à ça, Jason Kenney a créé une commission Fairness of Alberta, l'équité pour l'Alberta, dans la fédération. Et le président de ça, c'est Preston Manning. Et on revient avec l'agenda de l'Alberta. C'est important de le comprendre, OK? Création d'une agence provinciale de revenus, retraite du régime de pension du Canada et création d'un régime de retraite provincial. Ça veut dire que sur les 400 milliards qu'il y a dans ce fonds-là, il y en a 40 qui reviendraient à l'Alberta, qui seraient placés dans un fonds. Établissement d'un corps de police provincial, retrait du programme fédéraux à coût partagé, c'est-à-dire à chaque fois qu'eux autres ne veulent pas être dans un programme fédéral, ramène-moi ma portion d'argent. Établissement d'une constitution provinciale formelle. Ça, c'est très sérieux, là, parce que là, c'est les assises d'un État là, qu'on précise, OK? Et puis, suivre l'exemple du Québec et jouer un rôle plus important dans les relations internationales et
il y avait aussi le retour des impôts. OK? Oui. Tout ça pour que l'Alberta défende ses intérêts. Et là, en prévision de ça, ouvrir un bureau à Ottawa, au Québec et en Colombie-Britannique. OK? Alors donc, C'est presque des ambassades. c'est ça. Et puis dans cette approche-là, c'est intéressant de le souligner, c'est que Kenney, finalement, il retire de la table le fameux référendum sur la péréquation pour considérer plus récupérer du fonds de pension canadien, la portion qui reviendra à l'Alberta. OK? Mais pourquoi il fait ça? C'est parce que Il y a eu des garanties. c'est son levier Oui. qui avait le plus de points sur Trudeau, c'est-à-dire on va ouvrir une ronde constitutionnelle. Ce que Trudeau ne veut pas pour aucune raison au monde, c'est la dernière fois qu'il y en a eu une ronde constitutionnelle, c'était le lac Meech qui a mené à l'échec et à la montée du souverainisme au Québec. Donc, c'est clair que c'est un levier, le rapport de force, mais pourquoi qu'il l'abandonne, Kenney? On peut penser qu'il y a eu des garanties de Trudeau. Et c'est ça. Et donc, dans ce contexte-là, on arrive à... On revient au bloc, OK? Parce que tout ça se développe. Pendant ce temps-là, les souverainistes, on en entend très peu parler. Et puis, c'est important, la réaction du bloc. Dans le contexte de cette commission-là, il y en a beaucoup, donc Kenney, qui veulent faire des ponts, qui veulent créer des ponts avec le Québec. Ben oui, parce que pour eux autres, le modèle à suivre pour l'autonomie de l'Alberta, c'était ce qu'a fait le Québec dans la Révolution tranquille, etc. Puis il y en a plusieurs. Puis là, regarde, je vais juste te donner une affaire, OK? Une référence. Une personne qui était dans le anti-Québec jusqu'à plus capable, là, Dianne Francis. Ouais. Alors là, elle a dit, Alberta need a new deal fast or separation. OK? Bon, is inevitable. Elle dit, Alberta must adopt Québec playbook, la stratégie du Québec, and become a nation within a nation. Bon, là, elle, ça, c'était quelqu'un qui bâchait le Québec comme à l'extrême, là, OK? Daniel Schmitt, qui était la chef du parti Wild Rose, qui a fusionné avec le Parti conservateur albertain, les deux droites, puis ça a donné le Parti conservateur uni, OK? Elle a dit que if we are going to become a nation within a nation, as Québec effectively have done. Son modèle, c'est le Québec. Comment le Québec a créé son autonomie, et nous autres, on doit faire la même chose. Ça, c'est des personnes d'influence, hein? Oui. OK. Puis ça, il y a les autres qui prennent le modèle sur le Québec. Et puis, le problème, c'est que pendant qu'eux autres, ils cherchent à établir des ponts, à faire référence à la Révolution tranquille, etc., au retour de leurs impôts, eh bien, la réaction du Bloc, c'est que, justement, on va la voir, OK? Suite à la rencontre de Blanchet avec Trudeau, il sort de là, et là, il fait une déclaration qui, tu sais, brûle tous les ponts que l'Ouest tentait de bâtir vers les souverainistes, vers les autonomistes du Québec, pas vers les ultra-fédéralistes du Québec. Ils n'en ont rien à foutre de ça. Eux autres, leur modèle, c'était qu'est-ce qui bâtit notre autonomie, OK? Et là, tu regardes ça, toi, en tant que Bloc, tu te dis, hey, ils sont en train de se transformer de province en État. Ce qu'avait prévu M. Sauvé, OK? Alors là, qu'est-ce que tu fais? Mais là, on a la déclaration, là, OK? S'il tentait, il parle de l'Alberta, s'il tentait de créer un État vert dans l'Ouest canadien, je pourrais être tenté de les aider. S'ils essaient de créer un État pétrolier, ils ne doivent pas attendre de l'aide de nous. Il s'est ensuite demandé si la volonté d'extraire du pétrole du sol de l'Ouest canadien était en soi un motif pour vouloir faire l'indépendance. OK? Bon, là, on a un gars qui est chef du Parti souverainiste, OK,
qui veut sortir le Québec de la fédération et que là, il voit qu'il y a une province qui aurait pour projet de se constituer en État, possiblement indépendant, ce qui ferait sauter la cage à Castor constitutionnel de 1182. Puis il dit, moi, je suis plus vert qu'indépendantiste. Parce que ce contexte-là amènerait la sortie du Québec, nécessairement, OK? De la Constitution de 82. Qu'est-ce qui en résulterait? Je ne sais pas. Mais c'est une dynamique politique qui est porteuse de très grands espoirs et qui, en plus, là, par cette déclaration-là, il dit à tous ceux qui avaient bâti des ponts vers les souverainistes, vers les nationalistes du Québec pour une alliance, lui, il dit « Je brûle tous ces ponts-là ». Alors donc, il perd toute pertinence pour la suite de l'histoire. On a vu les réactions de Jason Kenney. Il dit « Le Bloc, c'est pas le Québec. Moi, je veux parler avec les Québécois. » OK? Et, tu sais, il y avait déjà une perception du Bloc qui était très négative. « The Bloc war on Alberta. Why Quebec Separatist Party specifically targeting Western Province? » OK? Tu comprends? Ils ne comprennent pas, eux autres disent que, voyons donc, tu sais, je veux dire, ils devraient être au moins autonomistes, tu sais. Et donc, cette situation-là, elle découle du fait que, on a parlé de la lutte qui a été menée par les Duplessis, par Lesage, par Daniel Johnson père, pour récupérer les impôts. On voit que la péréquation, c'est le ciment de la fédération. On a produit cet argumentaire-là au Bloc. Le chef, il a dû le lire, il l'a mis dans sa poche. On espère qu'il l'a lu pendant qu'il se déplaçait en auto, là. Bref, c'est ça la situation. Mais pourquoi que l'ensemble du mouvement souverainiste, pratiquement, OK? Le Bloc, Gabriel Sainte-Marie s'est prononcé sur la péréquation. Il a dit « Ah, c'est un prix de consolation en attendant le grand soir. » La dynamique politique, non. Et, ce faisant, il se place dans le camp de Trudeau. OK? Il y en a d'autres qui ont fait le même argumentaire. Regarde, ça revient de différentes formes. OK? On se fait avoir. Ça compense le fait qu'on se fait avoir. C'est dans la logique référendaire. Pourquoi? Parce que pour eux autres, si tu récupères tes impôts, tu fais la démonstration que le fédéralisme fonctionne et ça te coupe ton argumentaire dans une campagne référendaire, OK? Parce que c'est des référendistes. Donc, on est tous là dans la logique référendiste. Maintenant, qu'est-ce qui leur manque? Tu comprends? Entre autres, Blanchet, là, qui a fait cette déclaration-là, là, tu sais. Alors que, du côté de Legault, il a dit « On comprend qu'il y a d'autres provinces qui veulent plus d'autonomie, ce qui est beaucoup plus intelligent et ouvert sur du possible pour des appuis de l'un vers l'autre pour faire bâtir l'autonomie. Ça se fait au détriment de l'État fédéral de Trudeau, là. OK? C'est une lutte. OK? Donc, pourquoi que Blanchet n'est pas capable de comprendre ça, puis les autres, puis les conseillers autour, puis le paquet de gens qui font primer l'idéologie verdiste contre les intérêts supérieurs de l'État du Québec, c'est parce qu'ils n'ont pas de culture historique. Et puis, celui qui nous le rappelle, c'est ici, dans un livre sur Duplessis, un collectif d'auteurs, quelqu'un qui l'a très bien connu, François-Albert Anger. François-Albert Anger, c'est lui qui est avec Lionel Groulx dans la foulée pour bâtir l'économie du Québec. Ça nous prend des économistes, etc. Il faut les former, etc., etc. Il était là, lui, au début là, du Québéking, là, dans l'embryon, OK? C'est un conservateur dans la pensée. Puis il dit, pourquoi que Duplessis a mené cette lutte-là pour récupérer les impôts puis qu'il s'est battu pour l'autonomie du Québec, alors que les premiers ministres libéraux avant lui, ils avaient tout laissé aller, OK? Il dit parce que lui, il avait une culture historique
sur les statuts depuis 1867. Il connaissait chaque personnage, chaque intérêt, où ça allait, et c'est pour ça qu'il se battait. Il se battait, en réalité, pour l'autonomie qui, plus tard, Daniel Johnson va dire, cette autonomie-là, c'est ce qui nous a ouvert les portes pour s'en aller plus loin vers un droit à l'autodétermination et faire des choix qui ouvrent sur la possibilité de l'indépendance, c'est ça. Et puis donc, les autres, regarde, par rapport à ça, c'est triste. T'sais. Cela dit, on va l'appuyer, le Bloc, parce que c'est le seul choix véritable, t'sais. Mais c'est pas avec un grand enthousiasme. L'autre chose qui peut arriver, OK? L'autre chose, c'est que il y a un moment donné où des conservateurs au Canada vont comprendre que, à cause de l'évolution démographique, l'immigration massive, qui campe du côté des libéraux, OK, ça va devenir comme quasi impossible pour eux de reprendre le pouvoir à Ottawa majoritaire. Et ça, quand ils vont faire ce constat-là, il va se produire des gros changements. Donc, quand ils vont faire le constat que le pouvoir à Ottawa, oublie ça, sinon minoritaire, puis tu te fais bloquer par les autres, ils vont repenser comment ils jouent le jeu. OK? Et un des scénarios qui a été évoqué puis qui a été testé par un sondage, c'est que dans l'Ouest, il y aurait un bloc. Un bloc. Hein, ça ressemble au bloc québécois, là, OK? Un bloc qui comprendrait les 4 provinces de l'Ouest. Et là, ils ont fait un sondage. Et dans ce sondage-là, ce bloc-là, le Western Canada Party, ils l'ont appelé de même, là, pour les fins d'exercice, et il obtenait 35 des voix. Le Parti conservateur canadien obtenait 29 donc, il passait en avant. Et le Liberal Party, 15 le Parti libéral. Quand on combine le Western Canada Party puis le Parti conservateur, ici, 35 plus 29, ça fait 64. Et le Parti libéral est à 15 donc, on voit que ce bloc-là, il va être conservateur. Et là, pour faire jouer ses intérêts, c'est ce levier-là qui va être utilisé. Et si même le Parti libéral de Trudeau ou d'un autre est au pouvoir centralisateur, regarde, ils vont frapper un mur, OK? Et puis, dans ce contexte-là, on s'en va vers ça, OK? On revient avec M. Sauvé. M. Sauvé, il y a 15 ans, il me disait, voici ce qui va arriver, puis ça se déroule exactement de même. Ça tient à la géographie. Ils ont du pétrole, on a de l'électricité propre, bon, c'est un cadeau de la géographie, puis on a la politique de sa géographie. C'est Clausewitz qui nous dit ça. Okay? On est en géopolitique. La géographie qui est un déterminant de la politique. Les deux ensemble, ça fait de la géopolitique. T'sais, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, là, on fait ça depuis le début. Là. OK? Et là donc, c'est là qu'arrive la dislocation avec cette recomposition politique-là. Et puis, là, on est où, nous autres, les souverainistes? En quoi ça sert notre cause? On a brûlé tous les ponts. Tu comprends? Comme tu appelles ça, ça va devenir une erreur historique. Non, c'est une erreur parce que c'est sûr qu'à chaque fois que l'unité nationale était dans l'air parce que le Québec agitait des choses, ça s'est résorbé au détriment de l'intérêt de l'État du Québec et de la nation. On l'a vu, la Constitution de 82, après le référendum de 95, ça a été le plan B, l'étranglement fiscal, etc., etc. Ça va être encore la même affaire. Et quand Blanchet sort du bureau de Trudeau puis apparaît dans le camp de Trudeau, ce qu'il ne sait pas, c'est que Trudeau, lui, est dans le camp de l'Alberta. OK? Alors, d'or, il va découvrir ça à ses dépens et aux dépens de
du Québec. des intérêts du Québec, de la nation et de la cause. Merci.